Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast Cœur en main, le podcast de la Ligue cardiologique belge, un podcast qui prend soin de votre cœur. Aujourd'hui, on va aborder l'alimentation. On sait à quel point bien manger est hyper important pour notre cœur et je vais en parler avec Céline Van Den Dalen qui est mon invitée. Bonjour Céline. Bonjour Adrien. Céline, tu es diététicienne nutritionniste et tu es la fondatrice du centre Équilibrium. Équilibré, la santé, forcément, c'est deux choses qui vont ensemble. La santé par l'équilibre. La santé par l'équilibre, on va en parler tout au long de ce podcast. Important, bien sûr, de préciser que ce podcast, vous pouvez bien sûr le partager, bien sûr le liker. Ça va permettre à plein de gens de se sentir mieux et de prendre soin de leur cœur. C'est l'objectif, évidemment, aujourd'hui. Alors, Céline, avant toute chose, j'aime bien demander à mes invités qu'ils me donnent une petite description de leur cœur. Qu'est-ce que c'est pour toi, le cœur ? C'est quoi ta définition du cœur ? Alors, moi, le cœur, c'est vraiment cet organe qui va faire vibrer notre âme. C'est un organe qui, s'il est en bonne santé, on va se sentir plutôt en forme. C'est un organe, c'est un petit muscle qui, au départ, est infatigable, mais qui peut, malheureusement, si on a des déséquilibres nutritionnels, si on manque de sport, si on fume, si on a, bref, un mode de vie un peu néfaste, qui peut assez rapidement se fatiguer. Et donc, voilà, il faut en prendre soin. Et moi, je sens que, voilà, toutes nos émotions passent par ce cœur. Donc, il faut en prendre soin. Ouais, donc on peut résumer ça en disant solide mais fragile. Solide mais fragile. Très bien. Merci pour cette définition. On va entrer dans le vif du sujet. Je le disais, la thématique du podcast d'aujourd'hui, Cœur en main, c'est de s'intéresser à notre alimentation. Manger sainement, c'est hyper important pour notre cœur. C'est un secret pour personne. Mais par contre, on a parfois du mal à se baliser, à savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc, c'est grâce à toi qu'on va enfin avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette et qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde. Je voudrais commencer, et c'est un peu la marque de fabrique aussi de ce podcast, c'est d'aller un peu dans tout ce qui est marketing, ces fameux slogans. Allez, par exemple, on commence avec One apple a day, keep doctors away. Ça veut dire, si tu manges une pomme chaque jour, tu dois plus aller chez le médecin. Ouais. Est-ce que ça, par exemple, c'est un truc qui te semble tenir la route, et notamment pour la santé de notre cœur? Alors, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent, et depuis plusieurs années. Je crois que déjà, ma grand-mère me disait ça. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce que c'est vrai que les pommes ont un impact sur le cholestérol, ont un impact sur la santé. Alors, bien entendu, pourquoi ? Parce que dans la pomme, on va retrouver de la pectine, qui est une fameuse fibre soluble, qui est sympa parce que, elle va absorber un petit peu de graisse. Et puis, la pectine est intéressante aussi au niveau du microbiote intestinal. On pourra peut-être en parler plus tard. Okay. Et on sait que ce microbiote, s'il est en bonne santé, il va produire des molécules qui ont un effet anti-inflammatoire sur le corps, donc c'est plutôt intéressant. Alors, dans la pomme, on va aussi retrouver de l'eau, on va retrouver des vitamines, des sels minéraux, des antioxydants, et c'est évident que manger une pomme, c'est plus intéressant que d'aller se ruer sur des biscuits ou du chocolat. Et donc, il y a une idée derrière qui est plutôt correcte. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est l'idée qui est intéressante, mais évidemment, c'est pas la seule, voilà, on va pas suffisamment manger une pomme. Alors, s'il vous plaît, ne consommez pas des pommes toute la journée, parce que là, vous allez être carencé dans d'autres choses. Et puis, à mon avis, l'intestin ne va pas toujours être content. Mais l'idée de varier son alimentation, bien entendu, on sait que les fruits et les légumes sont hyper importants pour la santé. Donc, voilà, la pomme intervient. Je rebondis. Les fruits et légumes sont hyper importants pour la santé. On a ça, je crois qu'on peut l'entendre 5 ou 6 fois par jour de manière totalement inconsciente. Manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un slogan qui a été mis sur pied, je pense, il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Parce que tu vois, je vais manger une pomme, je vais manger un raisin, est-ce que c'est considéré ? J'imagine que derrière ça, il y a une notion de quantité aussi. Et là aussi, je voudrais qu'on puisse faire le lien avec le cœur. Et vous l'avez compris, vous qui écoutez ce podcast, là, on est en train de donner des petits exemples concrets, mais forcément, après, on va expliquer tout ce qu'il faut mettre en place pour prendre soin de son cœur. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi cette famille est si importante ? Premièrement, c'est une famille qui va apporter des vitamines, qui va apporter des sels minéraux, qui va apporter certaines fibres. Ouais. Et c'est une famille qui apporte finalement peu de calories. Une famille, c'est la famille fruits et légumes. La famille des fruits et légumes. Ça apporte finalement, ça apporte finalement peu de calories. On est aux environs, en moyenne, à 40 kilocalories par 100 grammes. Contrairement, j'ai envie de vous dire, à des pâtes où on va plutôt être à 300-400 kilocalories. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est déjà peu calorique. L'avantage aussi de ces fruits et légumes, c'est que ça va amener des antioxydants. Alors, ces antioxydants, on sait qu'au quotidien, le corps, on s'oxyde. C'est ça qui fait qu'on vieillit. Tout le monde y passe. Maintenant, bien malheureux. Il y a certaines personnes qui vont, de par leur mode de vie, par leur alimentation, leur consommation d'alcool, vont s'oxyder plus rapidement que d'autres. Et le corps a besoin de ces antioxydants pour lutter. L'oxydation va abîmer les tissus, va abîmer donc le cœur aussi. Et donc,
donc, ça crée aussi, on sait que par exemple dans le système sanguin, qu'est-ce qui est problématique? Ce sont les mauvaises graisses qui vont s'oxyder, créer ces amas et qui vont créer les maladies cardiovasculaires. Donc, ces fameux fruits et légumes, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, alors moi, c'est une expression, enfin c'est un slogan qui a été lancé par j'ai envie de dire tous les gouvernements, hein, on l'entend même en France, etc. Alors en France, il y a manger, bouger aussi, mais ça c'est l'objet d'un autre podcast que Romain. Mais par contre, qu'est-ce qui est derrière? C'est bien entendu des fondements scientifiques, hein, on n'a pas lancé ça comme ça. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça manque un peu de concrétisation, si je te dis, et de quantitatif. Si mange-moi 5 fruits et légumes par jour, tu vas me regarder comme ça en disant bon, ok. Et bien entendu. Alors, moi, souvent, ce que je dis à mes patients, c'est que pour arriver aux recommandations qui sont de 400 grammes minimum de fruits et légumes par jour, c'est assez simple. Au petit-déj, vous avez une portion de fruits. Alors, quand on parle d'une portion de fruits, on ne va pas se casser la tête, on utilise sa main. C'est-à-dire que quand vous fermez votre main, le volume de votre poing, pour moi, c'est une portion. Okay. Et donc, ça veut dire que si vous mettez votre poing dans un petit bol, eh bien, vous savez qu'une portion de fruits, c'est par exemple un volume, c'est un petit bol de fruits rouges, une pomme, une orange de table, un gros kiwi. Okay. Et donc, l'idéal est d'avoir 2 portions de fruits par jour. Et puis, au repas de midi, au repas du soir, d'avoir l'équivalent de 2 points de légumes dans votre assiette. Ou alors, si ce n'est pas dans votre assiette, vous pourriez très bien, à l'apéro, prévoir des petites tomates, des petites crudités, etc. à manger, et puis avoir une portion un peu moindre au niveau des repas. Mais donc, si vous avez ces notions-là, c'est-à-dire 2 fois 1 point pour les fruits et puis à chaque fois 2 points de légumes dans l'assiette, on arrive aux recommandations. Ok, donc ça c'est très chouette, on a déjà 2 bonnes punchlines, on sait qu'il faut varier bien sûr et puis on sait que les recommandations elles sont pas si dingues que ça, c'est pas mal et on sait que c'est le point qui va servir de référence pour pouvoir quantifier en fait les doses des fruits et des légumes, la famille des fruits et des légumes, j'apprends qu'on appelle ça, on met ça dans une famille. Bon, ça c'était donc deux petites phrases qu'on avait envie d'utiliser comme accroche, mais maintenant on va quand même un petit peu expliquer aussi, Céline, ce qui se passe dans notre corps et dans notre cœur quand on mange. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que notre cœur est en fait autant impacté par ce qu'on mange? Alors, il faut savoir que le corps humain est très bien fait. Moi, je dis souvent à mes patients, à la base, on est tous pareils. Ouais. On a tous 2 yeux, un nez, une bouche, on a tous des cellules. Et donc, cette machine, j'utilise un peu ce terme exprès, c'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement. Eh bien, cette machine, pour fonctionner correctement, elle a besoin d'énergie, qui est apportée par les sucres, qu'on appelle les glucides. Elle a besoin de bonnes graisses, qui vont permettre d'impacter tout ce qui est le système hormonal, le système, les cellules en ont besoin. Et elle a également besoin de protéines, cette machine. Les protéines, c'est tout ce qui va faire la structure du corps, la masse musculaire. J'ai l'impression de repartir dans mon cours de sciences, les GPL, glucides, protéines, lipides. Oh là 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 là. C'était quoi? C'était 3-2-1, non GPL Après, tu as une interrogation après. Je note tout. Et donc, ces protéines qui sont importantes, bien entendu, pour la structure. Alors, le muscle, le cœur est un muscle, donc on s'entend. Et donc, il y a besoin d'énergie, qui a besoin d'être entretenu avec les protéines, et qui a besoin aussi d'avoir des bonnes graisses pour bien fonctionner. Et donc, si on mange en suffisance, finalement, on va apporter à son corps ce qu'il a besoin. Si on mange en excès, le corps n'en a pas besoin. Et donc, c'est assez logique, il va le stocker. Bien sûr. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez la base. Alors, par rapport à ces familles des sucres, des graisses et des protéines, il y a aussi des variantes. C'est-à-dire que le carburant, comme dans une voiture, j'ai envie de vous dire, si vous mettez une essence de mauvaise qualité, le moteur, il va un peu... il va pas être très content. Mais le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous mettez des sucres, des carburants de mauvaise qualité, le corps et le cœur ne vont pas être contents. C'est marrant parce que le sucre, c'est un truc quand même assez antinomique, un peu paradoxal en fait, parce qu'on nous dit souvent arrêtez de manger du sucre, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour notre cœur non plus, puisque forcément ça stocke dans les artères, etc. Mais d'un autre côté, notre corps, il en a besoin de ce sucre. Donc comment est-ce qu'on fait la part des choses? Alors, à nouveau, c'est la qualité du carburant qu'on va ingérer. Donc, c'est important de pouvoir manger... Tu veux dire qu'il y a du bon sucre et du mauvais sucre? Voilà, tout à fait. Okay. C'est important de pouvoir comprendre que... Qu'est-ce qui va donner la qualité à ce sucre? C'est sa vitesse de passage dans le sucre, dans le sang, pardon. Sa vitesse de passage dans le sang. Donc, on parle d'index glycémique, quand on parle de l'assiette ou du repas, on parle de charge glycémiante globale. Et donc, on sait qu'un sucre qui va passer rapidement dans le sang, en grande quantité, c'est toujours le même principe. Qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas va produire de l'insuline. L'insuline, c'est un peu comme un gros déménageur qui va venir chercher ces petits bits de sucre et les envoyer là où le corps en a besoin. Donc, si le corps est en mouvement, les muscles
auront besoin, le cerveau en a besoin, le cœur en aura besoin. Mais si le corps n'est pas en mouvement et qu'on est plus ou moins sédentaire... C'est pas où il doit l'amener, en fait. Les petits véhicules ne savent pas où ils doivent aller. Je vais les transformer, je vais les retransformer en graisse, en triglycérides. Et donc, ça va être stocké, ça va venir se loger dans les différentes parties du corps. Et donc, c'est ça qui est problématique. Au niveau abdominal. Voilà, donc il y a des répartitions un peu différentes au niveau des graisses. Bien entendu, il y a des graisses un peu sous-cutanées, puis il y a des graisses plutôt abdominales. Mais donc, tout ça pour dire que ce sucre, à la base, il ne faut pas oublier qu'il est quand même vital. Et la problématique, c'est que si on est carencé en carburant, le corps a faim. Et si le corps a faim, il envoie un signal en disant « mais va me chercher quelque chose à manger ». Et bien souvent, c'est la grosse problématique des régimes déséquilibrés, c'est que l'individu va se... va se restreindre d'abord parce qu'il ne veut pas grossir. Et puis après, à un certain moment, ça devient presque animal. Et on va aller vers des choses qui sont très sucrées, très grasses, sur un moment dans une période assez courte où le corps n'en a pas besoin. Et donc, on devient finalement, à la place d'être le roi et la reine de l'utilisation, on va devenir le roi et la reine du stockage. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir parce que c'est difficile, évidemment, de se dire, OK, là, par exemple, j'anticipe, cet après-midi, je vais aller marcher avec les enfants pendant 1 heure dans le parc. Est-ce que je dois, avant ça, proposer à mon corps d'avoir du sucre qui va permettre... Ouais, c'est ça, du carburant. Bah oui, c'est ça, en fait. Exactement. Est-ce que je recharge ma batterie avant de partir ? Est-ce que je le fais pendant? Est-ce que je le fais après? C'est quoi la meilleure solution et avec quoi je le fais? D'accord. Écoute, là, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ton corps a besoin d'avoir un apport en nutriments. Alors moi, ce que je dis aux patients, c'est essayer de manger plus ou moins toutes les 4 heures. D'accord. En sachant qu'il y a 3 repas principaux sur la journée. Ça, on reste d'accord avec ça. Le midi, le soir. Et que, voilà, si tu manges à 13h et puis que tu remanges à 19, ça te fait 7 heures, c'est long. Et donc, c'est là que c'est intéressant d'avoir cette petite collation l'après-midi pour finalement éviter d'avoir des trop longues périodes sans manger. Et l'idée, c'est que, justement, pour revenir à la qualité de ton sucre, du carburant ingéré, c'est intéressant toujours d'associer un petit apport en sucre avec des fibres. Et donc, par exemple, une collation de l'après-midi, avant d'aller promener avec ton fils, tu pourrais te prendre un fruit et une poignée de noix, par exemple. Et ça peut être intéressant. De manière anticipative, c'est bien. De manière anticipative. Tu vas faire la balade, tu rentres chez toi, etc. Tu prépares gentiment ton repas du soir. Et ça évite d'avoir ces fringales où on n'a qu'une envie, c'est on rentre chez soi et on mange des chips. Donc, on a bien retenu, et ça, c'est déjà une très chouette info, c'est de se dire, OK, il existe effectivement 2 types de sucre. Il vaut mieux privilégier le sucre lent, enfin, en tout cas, les sucres qui vont être assimilés par le corps. Complexe, qui sont amenés par des familles, les céréales, bien entendu, tu vois, les féculents, donc tout ce qui est à base de farine, etc. Et il faut privilégier idéalement des choses qui sont complètes, c'est-à-dire riches en fibres, parce que les fibres, elles vont encore venir complexifier la digestion, ralentir cette vitesse de passage. Et ralentir le stockage, du coup. Favoriser une satiété sur le plus long terme. Et puis, elles ont à nouveau, ces fibres, un impact important sur ce microbiote intestinal qui a son rôle à jouer. C'est vraiment passionnant, parce que c'est vrai que c'est des trucs, on a tous envie parfois de se ruer sur une petite barre de chocolat, sur un petit truc et tout, en se disant, c'est bon, mais en fait, il vaut mieux vraiment faire gaffe à ça. Alors, le deuxième grand ennemi du cœur, moi, je me souviens qu'on en parlait tout le temps dans les fameux dessins animés, Il était une fois la vie. Le sel. Mes parents me disent, pas de sel, c'est mauvais pour le cœur et tout. C'est vrai ça, le sel, c'est vraiment un truc qui est mauvais pour le cœur. C'est quoi le sel en fait? Alors, le sel, la problématique du sel, c'est que ça va plutôt impacter la tension artérielle. C'est-à-dire que ça va augmenter la tension. Donc, il faut imaginer tout ce système des artères, des veines. Ça, d'ailleurs, je te coupe 2 secondes, mais c'est pour préciser qu'on fait un podcast là-dessus pour vraiment expliquer comment fonctionne le cœur, comment fonctionnent les veines, les artères, etc. Donc, dans Cœur en main, vous regardez la série de podcasts et vous trouverez aussi avec un cardiologue, il va tout nous expliquer. C'est parfait. Mais donc, quand la pression est plus élevée, ça va abîmer finalement ce système cardiovasculaire. Et donc, ce sel, il faut, c'est vrai, les recommandations, on parle de 5 à 6 grammes maximum de sel par jour. C'est très peu en fait. C'est très peu parce qu'on sait que la population belge est au double, voire parfois au triple de consommation. Alors, on ne s'imagine pas aussi que le sel, alors souvent, on peut voir la salière, mais il est partout. Le sel va se retrouver dans des produits de boulangerie, va se retrouver dans des charcuteries, des fromages, et surtout aussi dans des produits maintenant ultra transformés, puisque ce sel a un pouvoir de conservation et un pouvoir également pour inciter les individus à manger. C'est-à-dire que si vous salez, ça vous donne envie davantage de manger. Et donc, c'est pour ça aussi que ce sel est utilisé un petit peu dans ces produits ultra transformés. Et donc, finalement, il est évident
que le sel, il faut en tout cas, on en a besoin, mais pas en excès, comme toute chose d'ailleurs. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir choisir des bons produits. Et donc, moi, je dis aussi aux patients, on n'est plus à la mode des régimes sans sel, sauf s'il y a un avis médical à ce sujet. Mais on se rend compte que le régime sans sel, au niveau du goût... On en a besoin, en fait, du sel. On en a besoin dans le corps. Dans le corps, on en a besoin. Okay. Ça permet de faire un peu cet équilibre au niveau des liquides, etc. Okay. Ça intervient, c'est important. Mais cependant, le sel, il faut limiter la quantité. Et surtout, si on retire le sel de l'alimentation, au niveau du goût, une soupe sans sel, je vous invite à en manger. C'est pas évident. C'est pas terrible. Non, il faut être un petit peu, trouver un consensus et se dire, OK. Une des petites astuces que je donne à mes patients, c'est déjà de regarder les étiquettes. Et si vous voyez que sur l'étiquette, vous avez un produit où il y a plus de 1,5 g de sel par 100 g, eh bien, c'est déjà un produit qui est assez salé. Alors, un exemple, ce sont les fromages. Si vous prenez un Gouda, vous avez 1,8 g de sel par 100 g. Donc, il est au-dessus de 1,5 g. Il est plus salé. Si vous prenez un Emmental, on est aux alentours des 0,8 g. Mais ça, on le goûte aussi. Hein. Et donc, tu as une différence un peu. Mais donc, ça veut dire que déjà, si tu aimes le fromage et que tu dois faire attention au sel, fais déjà un petit peu attention et check l'étiquette. Et puis là, ça va te permettre aussi de... partir sur un Emmental que sur un Gouda. Voilà. Et puis, il y a des petites astuces aussi. Éviter de mettre la salière à table, parce que combien de personnes ne ressalent pas par automatisme sans même avoir goûté au préalable. Et puis, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Ne sale pas encore, on verra bien, tu goûtes d'abord. Voilà. Et puis, on sait aussi que, autre astuce, pouvoir finalement intervertir le goût acide et le goût salé. Donc, on sait que l'acidité, faire mariner, par exemple, une viande dans du jus de citron, va demander moins de sel, puisqu'on aura un petit côté peps en bouche qui va faire qu'on n'aura pas besoin de rajouter du sel. Ouais, parce qu'en fait, je trouve aussi qu'avec le sel, quand on prend, par exemple, sur des frites, en fait, plus t'en manges, plus t'en as envie, en fait. Bien entendu, parce que ça crée aussi une salivation. Le sel va absorber un peu l'eau et compagnie. Donc, ça crée cette salivation qui va, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui va inciter à consommer. C'est ça. Donc, l'industriel, il n'est pas bête. Ouais, évidemment. Je vais embrayer là-dessus, justement, parce que le sel, effectivement, on le sait aussi dans tout ce qui est véhiculé comme principe de base, c'est qu'il déshydrate, le sel. En fait, il va forcément aller chercher les ressources d'eau qu'on a dans notre corps. Et il y a plein d'études qui sont réalisées. Il y en a une d'il y a quelques années sur laquelle je suis tombé en préparant ce podcast, qui explique qu'en fait, en Belgique notamment, il y a quasi 3/4 des personnes qui sont en déshydratation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne boit pas assez d'eau chaque jour, notamment sans doute parce qu'on mange trop salé. Mais cette hydratation, elle est aussi hyper importante pour le cœur, en fait. L'hydratation est fondamentale, bien entendu. Il faut imaginer que, on revient un peu aux épisodes de la vie, mais imaginons que tout ce réseau de vaisseaux, etc., à l'intérieur, c'est du liquide. Ouais. Si ce liquide n'est pas bien fluidifié, il est visqueux. Ouais, c'est ça. Et donc, le cœur doit d'autant plus pomper pour finalement faire le job d'amener, parce que l'objectif du cœur, c'est d'amener l'oxygène et les nutriments dans toutes les cellules du corps, dans nos milliards de cellules. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment du boulot, ce cœur-là. Et donc, si on est déshydraté, eh bien, ça impacte, bien entendu, ça impacte la fatigue, on est beaucoup plus fatigué. On sait que 1% de déshydratation engendre une perte de performance physique et mentale de 10%. C'est dingue, hein ? Et donc, souvent, ce sont des phrases qu'on sort en diète sportive, mais moi, je la sors aussi au quotidien auprès de mes patients. Vous êtes derrière votre bureau et vous avez un coup de mou, la première des choses à penser, c'est pas d'aller manger. Est-ce que vous avez bu en suffisance ? Et donc, on sait qu'un individu moyen, c'est plus ou moins entre 1,8 litre et 2 litres d'eau, idéalement. Après, si vous voulez être plus dans la précision, on sait que le corps, c'est entre 30 millilitres par kilo de poids corporel et 40 millilitres par kilo de poids corporel par jour, au niveau des besoins. Donc, si vous voulez calculer, vite fait, allez-y. Et donc, on va arrondir à 2 litres par jour. Ouais. Et donc, 2 litres par jour, c'est 8 verres d'eau. Ça, c'est un petit peu le visuel. Alors, souvent, les gens ils disent mais c'est bon, j'ai pris de la soupe, j'ai bu un soda à 4 heures, mais ça compte pas. Alors, l'eau de la soupe, moi, je peux encore la compter dedans. Okay. Par contre, tout ce qui est soda à base de sucre, de caféine, donc surtout aussi ces boissons caféinées, ça déshydrate, ça c'est certain. On voit dans les différentes études qu'une déshydratation légère chronique, comme on appelle ça, peut engendrer davantage de risques de maladies cardiovasculaires, d'autant plus chez les personnes âgées.
Okay. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on a tendance à oublier quand on parle, j'ai envie de dire, de la diététique, de la nutrition. On a tendance à laisser un peu de côté. J'aime bien, moi, tout ce qui est idées reçues, tous ces trucs. Et donc, il n'y a pas longtemps encore, je parlais avec un pote, un collègue, en fait, qui buvait un petit verre de vin rouge, là, après un tournage. Et je lui dis, mec, c'est pas nécessaire, il est tard. Enfin voilà, moi je suis un peu une sorte de chevalier blanc comme ça, dans ce genre de truc. Mais je dis, je comprends pas en fait, explique-moi pourquoi. Mais il me dit, mais c'est nickel, un petit verre de rouge là, c'est bien, ça me fait du bien, ça me détend. Bon, fine, jusque-là je peux l'entendre. Mais il me dit, en plus, franchement, 1 ou 2 verres de rouge par jour, c'est hyper bon pour le cœur. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, j'entendais ça, moi, à la maison, j'entendais ça. C'était une idée qui était véhiculée, quoi. Tout à fait. C'est aberrant dans ça comme truc, où il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, il faut savoir que de toute façon, dans le vin, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver de l'éthanol. L'éthanol, okay. C'est un toxique. D'accord. C'est un sucre, ça, l'éthanol. C'est du sucre. Alors, c'est plus du sucre. C'est le procédé, c'est le résultat de la fermentation. Okay. C'est-à-dire que le sucre du raisin a été transformé par les bactéries pour engendrer de l'éthanol. D'accord. Donc, on sait qu'un gramme d'alcool apporte au niveau calories 7 kilocalories. Ok. D'accord. Donc, un gramme de sucre apporte 4 kilocalories. D'accord. Donc, l'alcool, de toute façon, est plus calorique. Voilà. Okay. Donc, l'alcool, ça, c'est évident. Alors, souvent, quand on boit, on n'est pas en mouvement. On n'est pas en train de courir, etc. Donc, il va les stocker. De toute façon, c'est ce qu'on appelle les calories vides. C'est-à-dire que le corps ne sait rien faire avec ces calories-là, donc il va les transformer en graisse. D'accord. Ça, c'est une première chose. Les dickebuck, les buveurs de bière, c'est ça, voilà. Voilà. Alors, par rapport à cette idée que le vin rouge protège, c'est vrai que c'est quelque chose qui a longtemps été dit, même dans le domaine médical. On entendait parfois, prenez un petit verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur. Mais au fait, quand on va voir plus loin, dans le vin rouge, on va retrouver des polyphénols, qui sont des antioxydants. Okay. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est sympa. Bien, mais la problématique, c'est que c'est une analyse bénéfice-risque. Et donc, le problème, c'est que les antioxydants amenés par le polyphénol ne sont pas suffisants par rapport aux effets néfastes de l'éthanol, qui est de l'alcool. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. De plus, l'alcool va déshydrater. Oui. Ça, c'est un autre élément. L'alcool va avoir un impact sur la qualité du sommeil. On sait que ça, c'est hyper important. Puis, l'alcool se transforme en graisse. Donc, finalement, ça ne protège pas du tout, justement, ça a des effets contraires. Okay. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que même à une consommation modérée, on a des impacts sur le cœur. L'alcool va attaquer un petit peu tout ce qui est musculaire. Donc, les sportifs qui boivent de l'alcool... Il abîme les fibres, en fait. C'est dommage, si on a fait du sport. Et alors, combien de sportifs... Troisième mi-temps, la troisième mi-temps, le 19e trou. Et donc, hop, une bière, 2 bières, 3 bières. C'est dommage, parce que finalement, ça va impacter leur masse musculaire. Et ils vont être moins musclés, plus gras, parce qu'ils ont consommé... Oui, et puis les fibres musculaires vont sans doute moins bien récupérer aussi. Les fibres musculaires vont bien entendu moins bien récupérer. On sait qu'une consommation chronique d'alcool va vraiment créer des maladies au niveau du cœur, et là certainement au niveau cardiovasculaire. Et donc, il faut être vraiment vigilant. On sait aussi que l'alcool... malheureusement, qu'on soit une femme ou un homme, on n'est pas logé à la même enseigne. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui sont en lien avec le cœur. Et en tant que femme, on a beaucoup plus d'impact de 2 verres de vin sur notre corps qu'un homme. Pourquoi ? Parce que déjà, la femme est plus petite en général, le volume. Et donc, on a déjà... le volume sanguin, on a moins de litres de sang qu'un homme. Hormonalement aussi, il y a des choses qui vont biaiser aussi. Alors pas tellement hormonalement, mais surtout au niveau du foie. Le foie est plus petit chez la femme. Et donc elle a moins de capacité, moins d'enzymes, moins de capacité enzymatique à pouvoir dégrader l'alcool. D'accord. Et donc, voilà, on n'est pas logé à la même enseigne. Et donc, c'est pour ça aussi que malheureusement, on voit se développer aussi des femmes qui tombent dans l'alcoolisme de manière un peu plus rapide, parce que les effets de l'alcool sont plus rapides. Et donc dès lors plus toxiques. Donc l'addiction est plus rapidement présente. On a parlé de ce verre de vin rouge, c'est très bien, je suis très content Céline, je vais pouvoir le dire à mon pote, arrête de boire cette crasse. Mais alors, il y a aussi un truc qui est quasi sur la table de tous les petits déjeuners de chacun des Belges, c'est le café. Et souvent, la caféine, en fait, on lui donne parfois des vertus hyper bonnes pour la santé, et parfois on dit que c'est hyper mauvais, attention au café, etc. Forcément, j'imagine que tu vas me dire l'excès nuit en tout, mais cette caféine, elle a un impact sur le cœur. Il y a quelque chose qui se passe sur le cœur. Alors, je dirais que dans le café, tu retrouves de la caféine, mais tu retrouves également à nouveau des antioxydants. Ouais. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que la caféine qui est, quand tu bois ta tasse de café, donc tu amènes des antioxydants et tu amènes donc cette caféine. Et cette caféine a un effet un petit peu boostant sur le métabolisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on boit du café. En fait, elle coupe la fatigue.
Donc, elle va, si tu veux, augmenter un petit peu ton métabolisme, augmenter un petit peu ton rythme cardiaque. Donc, elle a quand même un côté stimulant. Elle a un petit côté stimulant. D'accord. C'est pour ça que certains articles disent « Ah, pour perdre du poids, il faut prendre des crèmes à la caféine, etc. » Oui, parce que du coup, le corps pompe et donc il en je le dis vite, c'est une fake news, donc ne le faites pas, on est bien d'accord. Alors, la caféine a le café a un effet protecteur même. Il y a des études qui ont démontré même un effet protecteur sur le cœur si on consomme entre 2 et 3 tasses maximum, bien entendu. Mais là, tu parles de l'ensemble bénéfice-risque, parce que la caféine, si la caféine est prise seule, ce serait la même chose ou c'est parce que le café a cet antioxydant aussi dans sa composition? Alors, tu as la matrice qui fait que maintenant, c'est important de ne pas dépasser une certaine dose de caféine. D'accord. Donc, l'OMS, dans ses recommandations, c'est de maximum 400 mg de caféine par jour. Et une tasse correspond à 100 mg, je crois. Une tasse de café percolateur, tu es à 100 mg. C'est ça. Donc, en fonction... Alors, si tu te fais une tasse de café de capsule, voilà, tu risques d'être un peu plus au niveau des grammages. Mais ce qui est important, c'est de ne pas dépasser quand même ces 400 mg. Alors, il est bien évident que comme ça donne un petit effet boostant sur le métabolisme, si tu as de l'hypertension, c'est peut-être mieux d'être à 1 ou 2 tasses par jour plutôt que de te faire 3-4 tasses. Donc ça, il faut toujours voir avec ton médecin quelle est la quantité de café que tu peux boire. Mais c'est vrai qu'il y a des effets protecteurs quand on boit du café sur le cœur, entre 2 et 3 tasses maximum par jour. Au-delà, bien entendu, ça crée des problématiques. Ça peut impacter le cœur. Bien, comme ça on a l'info sur le café aussi, c'est bien. Donc, si je peux par contre rebondir, si tu me permets, sur les boissons énergisantes. Ah oui, parce que là aussi, elles ont de la caféine, mais le problème, c'est qu'elles ont beaucoup de sucre aussi. Mais bon, dans le café, parfois les gens mettent du sucre. Mais là, il y a des produits qui sont vraiment hyper toxiques en fait. Alors, tu vas retrouver dans ces boissons énergisantes parfois de la caféine, tu vas retrouver de la taurine. Il y a différents types de qualité de caféine ou la caféine en fait c'est un truc la caféine, c'est une molécule. C'est une molécule, donc il n'y a pas de la bonne caféine ou de la mauvaise caféine. Non. C'est la même chose. Avec quoi va être le dosage de cette caféine et avec quoi elle va être associée. Dans le contexte, ça va changer. Voilà, si tu prends un soda énergisant et que tu en rajoutes de l'alcool derrière, on est bien d'accord que ça fait un duo assez catastrophique. Et donc, mais la problématique de ces boissons énergisantes, c'est que les industriels trouvent des astuces pour essayer quand même de trouver des molécules qui vont favoriser ce côté boostant. Et donc, on a la taurine, on a le ginseng, et encore, ces deux molécules sont, ces deux éléments sont pas tellement problématiques. La guarana aussi. Par contre, la guarana qui est là depuis plusieurs années sur le marché, là est un peu plus problématique parce qu'elle va contenir de la caféine, mais elle va également contenir d'autres molécules qui ont ce côté boostant. Et au niveau de la législation belge dit que ces boissons énergisantes ne doivent pas dépasser 320 mg par litre maximum. Or, de caféine. Okay. Or, la guarana, qui contient d'autres molécules, ces molécules ne sont pas légiférées. Et donc, on ne sait pas très bien, etc. Donc, il faut être prudent. Et donc, bien entendu, comme toute chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'excès nuit en tout. Et j'ai envie de vous dire, vaut mieux, si on a soif, de prendre de l'eau. Si on a envie d'avoir un petit effet boostant, on se limite à 2-3 tasses de café par jour. Et d'éviter, bien entendu, toutes ces boissons ces boissons énergisantes qui sont soit édulcorées, ou soit avec des sucres ajoutés, et ça, c'est pas OK. Ouais, d'accord. Alors Céline, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent je suis en train de vous écouter, là, j'écoute le podcast, mais moi, je sais que je suis champion du monde de la malbouffe. C'est foutu, je suis complètement addict à tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à un point de non-retour, ou est-ce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir? Alors, il y a toujours moyen de s'en sortir, à n'importe quel âge, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de petit profit. Un pas est un pas, c'est un peu l'effet papillon. Et donc, j'ai envie de dire, commencez par des choses simples. Si vous aimez finalement le goût sucré, commencez déjà par introduire des fruits dans votre alimentation, en se disant, tiens, alors les fruits, vous pouvez aussi les préparer sous forme de salade de fruits, etc. Si c'est une question de budget, prenez bien entendu des fruits de saison. Qui sont de toute façon moins chers. Allez faire, si vous avez un peu le temps, vous pouvez aller faire les marchés, ça peut être sympa. Et alors, il y a également l'option pour ce qui est des fruits et des légumes, des surgelés, qui peut être bénéfique. Alors les surgelés, ils ont aussi eu plein de réputations différentes. Parfois on disait que c'était mauvais, et puis après on a dit non mais c'est super, on les congèle dès qu'ils sont cueillis, donc on garde tout le pouvoir nutritif. On en est où là par rapport à ça? Alors les surgelés, c'est une très, très chouette alternative, parce que c'est comme tu dis, c'est cueilli juste après la récolte, donc il y a encore quand même
une bonne quantité de vitamines, même s'il y a une petite déperdition, ça reste quand même une chouette solution. Et surtout, c'est facile, on l'a quand on veut dans le congèle. Et donc, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes, c'est une très très bonne alternative. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas acheter, surtout pour les légumes, des choses qui sont préparées. Oui, c'est ça. On va retrouver les épinards à la crème, souvent des graisses, des margarines, du sel, des choses comme ça. Et donc, petit conseil, prenez plutôt des légumes surgelés classiques et vous les agrémentez vous-même. On voit que des légumes dedans. Avec l'huile d'olive et compagnie. Ouais. Tu vas pas y échapper, Céline, à chaque personne que j'invite dans ce podcast, je lui demande son petit guilty pleasure, ce que tu fais qui n'est pas vraiment très recommandable. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais qui n'est pas très recommandable? Alors, je vais être très, très sincère avec vous. Moi, mon péché mignon, c'est d'aller à la boulangerie près de chez moi où ils ont des croissants. Sort du four le dimanche matin. Ça sent bon, ça déjà. Voilà, le croissant du four. Et j'ai un double péché, c'est-à-dire que je ramène ces croissants avec le sourire aux lèvres et surtout, je rajoute un petit peu de beurre frais sur le croissant. Salé en plus. Pas salé. Pas salé. Ok, ça va, on n'est pas tout à fait dans le crime. Voilà, mais je ne mange pas que ça et je vais dès lors associer ça, bien entendu, à d'autres choses. C'est noté, le petit croissant de Céline, c'est balisé, c'est validé. En tout cas, Céline, c'était incroyable. Franchement, j'ai appris plein de trucs et j'espère que toutes les personnes qui nous ont écoutés... Avec grand plaisir. Il y a tellement d'autres choses aussi à dire. Évidemment. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son assiette. Manger équilibré, c'est pas compliqué, il faut pas se casser la tête. C'est vrai que je dirais qu'actuellement, il y a vraiment les dictats des réseaux sociaux, on voit les gens qui préparent et qui font des belles assiettes. J'ai envie de vous dire que vous avaliez des tomates cerises comme ça, vite, entre deux réunions, où vous prépariez la petite salade style Instagrammable, le corps, pour lui, les bénéfices sont les mêmes. Et donc, ne vous cassez pas la tête, mais par contre, donnez à la machine ce qu'elle a besoin. Ouais, absolument. Merci, c'est très chouette en tout cas. C'était passionnant, moi j'ai appris plein de trucs. Et surtout, tu as réussi à casser pas mal d'idées reçues aussi, qu'on entend régulièrement et qui sont fort véhiculées. Donc, c'était très très cool. Merci Céline. Avec grand plaisir. Et je rappelle évidemment que vous pouvez bien sûr partager, liker ce podcast Cœur en main, un podcast qui est à l'initiative de la Ligue cardiologique belge. Surtout, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à rejoindre la plateforme parce qu'il y a plein d'autres podcasts qui parlent de votre cœur. Prenez soin de vous, comme l'a dit Céline, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.